Bonjour tout le monde. J'espère premièrement que vous me recevez correctement. Alors, dans cette nouvelle séance, nous allons essayer de faire, répondre à les objectifs suivants. D'accord. Dans un premier temps, on va essayer de montrer c'est quoi la classification. Classification représente quoi exactement? Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va montrer, d'accord, montrer comment faire la classification, à l'aide de la régression logistique ou bien logistic regression. D'accord? Logistic regression. Donc, ici, normalement, en utilisant deux manières, d'accord? Bien deux approches. Donc, approche 1, donc en utilisant les libraries, d'accord, de savoir scaler, d'accord, scaler. Et ensuite, on va essayer, d'accord, de faire l'approche 2 qui est en implémentant, bien en adaptant, d'accord, on adapte l'algorithme de de gradient descent, gradient descent, et ce en réutilisant le code source, d'accord, réutiliser le code source, réutiliser le code source trouvé, ou bien implémenté, ou bien code source de régression linéaire régression, d'accord. Et bien sûr, à partir de là, on va essayer, comme le cas de la régression linéaire, nous avons montré comment réutiliser le code de la régression linéaire pour faire un perceptron. D'accord? Donc, perceptron pour la classification. Donc, ceci, normalement, est le plan de cette démonstration. Bien sûr, pour le perceptron, pour faire la classification, on va utiliser un seul, un seul neurone. Et ceci pourquoi? Parce que nous allons traiter ce qu'on appelle les problèmes linéairement séparables. D'accord? Alors, ça c'est la première partie. D'accord? Donc, une fois les problèmes sont non linéairement séparables, linéairement, linéairement séparables, à ce moment-là, nous sommes amenés, à ce moment, nous sommes amenés, bien sûr, à ce moment, nous sommes amenés à utiliser un réseau profond, un réseau multicouche. D'accord? Multicouche. Parce un réseau avec un seul couche ou bien un seul perceptron n'est pas capable de faire la classification des problèmes non linéairement séparables. D'accord? Donc, à ce moment-là, ça c'est un autre plan. D'accord? Donc, on va essayer de faire un, deux, et ainsi de suite. Donc, on fait exactement le forward pass. D'accord? Forward pass dans un réseau profond. D'accord? Et ce pour faire la prédiction, bien sûr. D'accord? Mais la deuxième qui est très importante, on va faire le backward pass. Et ceci pour faire la correction. Pour faire la correction des erreurs parce que à ce moment-là, la classe se fait d'une manière mal. Il faut corriger les poids pour faire la correction des poids. D'accord? Donc ça, c'est l'approche que nous allons adopter. Donc dans un premier temps, il faut déjà connaître c'est quoi un problème linéairement séparable, problème non linéairement séparable. C'est-à-dire si on va taper sur la, la problème linéairement séparable. Donc si on va aller sur les photos, on va trouver que, regardez, ici c'est un problème
linéairement séparables. Par exemple, pour le cas de celui-là. D'accord? Non, c'est pas la peine. Donc ici, c'est, regardez, il y a la classe des verts, il y a la classe des rouges. Donc on a une ligne, bien une droite qui est capable de séparer les deux classes. Donc c'est un problème linéairement séparable. Donc pour le cas ici, il suffit d'utiliser un seul neurone pour séparer entre les deux classes. Pour la même chose ici. D'accord? On a besoin d'une seule droite, ce qu'on appelle le modèle normalement de séparation entre les deux classes. Donc ce modèle-là, qui est défini par une fonction linéaire ax plus b, qui est capable de séparer entre les deux classes. Mais normalement, si on va chercher les problèmes non linéairement séparables, à ce moment-là, nous sommes incapables, regardez pour le cas ici, ce qui est connu le XOR. Normalement, même nous, dans le plan, nous allons commencer par déjà, euh, par exemple, commencer par le problème de XOR et montrer qu'est-ce que ça veut dire. Alors ça, c'est le XOR. Normalement, on est incapable de trouver une seule droite, d'accord, qui est capable de séparer entre les deux classes. Donc un XOR généralisé, normalement, ça peut avoir plusieurs points, d'accord. Alors ici, pour le cas, par exemple, c'est un problème non linéairement séparable, d'accord. Et il y a, donc c'est ça pour aller vers les couches profondes, d'accord. Même ça, normalement, c'est une vidéo que j'avais déjà mis sur Internet, donc elle est là. Donc pour un problème non linéairement séparable, d'accord. Donc c'est ça pour problème linéairement séparable et par la suite problème non linéairement séparable. Alors on commence cette présentation-là par commencer par la suite pour montrer c'est quoi la classification, d'accord. Ensuite utiliser la logistic regression pour faire la classification. Et vers la fin, on va réutiliser le même code source pour faire un réseau de neurones composé d'un seul neurone pour faire la classification des problèmes linéairement séparables. Alors déjà, je rappelle que l'apprentissage supervisé, d'accord, donc les techniques de machine learning non supervisées analysent un certain nombre d'observations et les observations contiennent deux parties, les variables indépendantes qu'on appelle aussi normalement les features ou bien les prédicteurs ou bien les descripteurs et en général on les appelle ou bien on les note X. D'accord? La deuxième partie normalement c'est une variable dépendante de la partie X et aussi appelée target ou output. Et bien sûr, l'objectif de supervised learning c'est trouver un modèle mathématique qui montre la dépendance entre les entrées et les sorties. Donc on va mapper les sorties en fonction des entrées. Alors la régression et la classification appartiennent au type supervised learning, d'accord? Et quand est-ce qu'on fait la différence entre la régression et la classification? Donc la chose c'est simple. Donc il faut voir la nature de la variable dépendante, c'est-à-dire l'output ou bien target. Et à ce moment-là, en voyant la nature de cette variable-là, on est capable de distinguer entre est-ce qu'il s'agit d'un problème de régression ou bien un problème de classification. Par exemple, pour le problème de régression, pour l'output c'est une variable de type continu. D'accord? C'est une variable de type continu. C'est-à-dire, par exemple, prédire le chiffre d'affaires à réaliser. Donc, prédire le chiffre d'affaires réalisé, on a une infinité de valeurs possibles. Je souligne bien infinité, d'accord, de valeurs possibles qui appartiennent à un intervalle. La même chose pour prédire le montant d'un crédit ou bien prédire la température de demain. Par exemple, pour prédire la température de demain, c'est vrai, on peut avoir entre, par exemple, moins 15 et 65. 65, c'est déjà moins 5, moins 15 et, par exemple, 40, d'accord? Mais on peut avoir une infinité de valeurs. Donc, il s'agit d'un problème de régression. Donc, pour la classification, on va prédire un nombre de valeurs fini. Donc, on n'a pas une infinité de valeurs possibles, d'accord? Mais on a un nombre fini. Par exemple, prédire si une transaction est frauduleuse, oui, non. Donc, l'output c'est frauduleuse, d'accord? L'output c'est frauduleuse. Et normalement, les valeurs possibles qu'elle peut avoir, c'est deux valeurs, soit 0, soit 1, soit frauduleuse ou non. Ou bien aussi prédire si un email est spam ou non spam. Donc l'output, la target, ici le Y, normalement, il peut avoir
dans toute la colonne, même s'il y a, par exemple, une infinité de lignes, dans cette colonne-là, on va trouver deux valeurs possibles, soit 0, soit 1. D'accord? Et prédire pour quelle partie un citoyen US peut voter. Donc, ces trois valeurs possibles, soit républicain, démocrate ou bien indépendant. Donc ici, il y a uniquement trois valeurs possibles. Même on peut aller jusqu'à par exemple, 1000, par exemple, on peut avoir 1000 possibilités, mais toujours le nombre de possibilités est fini. Par exemple, quel est votre club préféré? Est-ce que Real, est-ce que Barça, est-ce que Juventus, est-ce que Liverpool, est-ce que Manchester, est-ce que ceci, est-ce que Wydad, est-ce que Raja? Donc, ça c'est, on peut avoir 1000 valeurs, mais toujours il s'agit d'un problème de classification. Et une autre chose importante pour pouvoir distinguer entre le problème de régression et de classification, donc pour l'output dans la régression, donc nous sommes capables de utiliser des opérations mathématiques qui ont un sens, d'accord? Par exemple, la somme de chiffres d'affaires, la somme des montants de crédit, ou bien la moyenne des montants de crédit, ou bien la variance, ou bien le min, ou bien le max. Tout ceci normalement peuvent avoir un sens. Par contre, ici, les opérations mathématiques usuelles, à savoir somme, n'ont pas de sens. Par exemple, ici, la valeur minimale, frauduleuse, oui ou non, c'est 0. Mais 0 n'a pas de sens ici. Même ici, la valeur minimale de 0 entre 1000, la valeur minimale de club supporté, c'est 0. Ou bien la moyenne, ou bien la somme. La somme ici n'a pas de sens. D'accord? Parce que ici, ce sont des indices. Finalement, ce sont des techniques pour faire la différence entre la régression et la classification. Alors, pour la classification, parce que c'est notre objectif à traiter aujourd'hui, donc il y a des types. Il y a binary classification, c'est-à-dire l'output peut avoir deux valeurs possibles, soit 0, soit 1, soit spam, soit non spam, soit chat domestique, soit chat sauvage. D'accord? Donc il y a deux sorties possibles. À ce moment-là, il s'agit d'une classification binaire, binary classification. Ou bien le cas deuxième, c'est multiclass classification. À ce moment-là, normalement, on peut avoir dans plusieurs valeurs possibles. D'accord? Donc ici, l'animal, est-ce que c'est un lapin, est-ce que c'est un écureuil, est-ce que c'est un chien, est-ce que c'est un chat? D'accord? Donc on peut avoir plusieurs valeurs possibles ou bien même le club préféré. Donc, pour faire la régression, voilà les techniques qu'on peut avoir et pour faire la classification, voilà les techniques qu'on peut avoir. Nous allons nous focaliser sur deux techniques, à savoir la régression logistique et bien sûr la régression, plutôt les réseaux de neurones pour faire la classification. Alors, maintenant pour la régression logistique, c'est une technique de classification. Elle appartient à la catégorie de l'apprentissage supervisé, c'est normal parce qu'il y a présence d'output. Et c'est une approche prédictive. D'accord? Donc ça, c'est la classification. Alors, pour modéliser la relation, l'objectif de cette approche-là, c'est modéliser la relation entre une variable dépendante y et des variables indépendantes dxi. Bien sûr, je peux avoir plusieurs variables indépendantes, d'accord, sont appelées aussi features ou bien predictors. Et la variable dépendante est aussi appelée normalement output. Alors, le modèle de régression est utilisé pour prédire une probabilité. Donc, à ce moment-là, on va prédire une probabilité pour parler de la classification. Alors, la représentation mathématique de cette fonction, parce que euh, on a parlé de l'autre fois pour faire la régression linéaire, on avait utilisé cette même fonction. D'accord? La régression linéaire. Donc, c'est une combinaison entre les inputs et un ensemble de poids, à trouver bien sûr par un algorithme donné. Et pour prédire une probabilité, donc on doit avoir une fonction qui est capable de mapper les entrées vers une probabilité comprise entre 0 et 1. Donc cette fonction, il s'agit de la logistique, la fonction logistique, donc 1 sur 1 plus quelque chose. Donc toujours normalement, la valeur ici qui sera, qui sera trouvée va se trouver entre 0 et 1. Donc toujours entre 0 et 1. Même cette partie-là, si elle est égale à 0, donc automatiquement, on va avoir ici 1 sur 1 qui est 1. Ici, elle est à l'infini. Donc à ce moment-là, on va avoir 0. Donc les valeurs possibles de Px sont soit 0 ou bien des valeurs entre 0 et 1.
Alors, c'est une fonction sigmoid dont les valeurs entre 0 et 1, donc pratique pour la classification parce qu'elle nous va permettre de prédire une probabilité. Cette fonction est appelée aussi fonction logistique et normalement représente une probabilité. La fonction f de x, normalement, c'est similaire au modèle de la régression linéaire qu'on avait utilisé. C'est pour cela, dans le plan de cours en général pour apprendre le machine learning, on commence par la régression linéaire et on va vers la régression logistique et ensuite on termine avec les autres approches. Donc cette fonction-là, f de x, elle s'appelle logite, la fonction logite. Alors, maintenant, pour la régression logistique simple, on peut avoir, par exemple, donc le nombre de features ici, on peut avoir 1, d'accord? Donc W1 fois X pour avoir finalement euh, pouvoir séparer entre deux classes, par exemple les cercles, les croix, d'accord? Ça c'est la classe des croix. Et ici la classe des cercles, d'accord? La classe des cercles. Je peux avoir une infinité de modèles ici qui est capable de séparer entre les deux classes. Voilà le premier modèle à trouver. D'accord? Ça, c'est un premier modèle qui sépare entre les deux classes. Donc, l'objectif, c'est de trouver cette droite. Si je trouve cette droite-là, c'est bon. Je peux faire la classification pour n'importe quel input. Regardez ici, c'est l'input. Donc, ici, je peux avoir x1 par exemple. Et je peux avoir x2. D'accord? Donc, si x1 égale, si j'ai la droite, c'est-à-dire si je trouve le modèle, si par exemple x1 égale à cette valeur et x2 égale à cette valeur, donc le point va se trouver ici. Donc il est en dessous de la droite, donc il s'agit des classes de cercle. Donc ça, c'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons essayer d'utiliser une seule entrée, c'est-à-dire une seule dimension, donc un seul paramètre qui est W1, et bien sûr accompagné d'un bias. Bien sûr, la fonction de cette probabilité-là, elle sera représentée de cette manière-là. Donc la fonction logique, bien sûr, elle se trouve ici, exponentielle moins f de x. Donc moins f de x, ça donne moins bias, moins w1 fois x. Donc l'objectif, c'est de faire l'apprentissage, et vers la fin, on trouve le bias et le w1. Alors maintenant, on va traiter un exemple qui est très simple. Donc un exemple, ça c'est l'input et ça c'est l'output. D'accord? Le x c'est l'input et le y c'est l'output. Donc à partir de ce dataset-là, créer un modèle pour faire la prédiction. D'accord? C'est-à-dire, si on va tracer bien sûr là, les choses, on va trouver une... Attendez, c'est ici comme ça normalement. Donc si on trace, regardez ici, c'est logiquement n'importe quel point qui va se trouver ici, donc il appartient à la classe des bleus, et n'importe quel point qui se trouve ici, normalement il appartient à la classe des rouges. Mais ici c'est un problème très particulier qui est simple à traiter. Alors, pour faire bien sûr la classification, toujours on suit un ensemble d'étapes que nous avons déjà suivies pour le traitement de la régression linéaire et aussi pour le traitement d'un réseau de neurones composé d'un seul neurone, mais pour faire la régression. Donc, six étapes sont, il faut avoir le dataset bien préparé. Ensuite, il faut créer le modèle et ajuster ses paramètres par le biais d'une technique d'apprentissage. Bien sûr, pendant l'apprentissage, trouver les fonctions, bien les paramètres qui minimisent une fonction coût, d'accord? Donc cette fonction coût, il faut la définir parce qu'on a plusieurs. Nous, jusqu'à présent, on a utilisé MSE, d'accord, comme fonction coût. Et voilà, une fois fixé le modèle, nous sommes capables de faire la prédiction et aussi nous sommes capables d'évaluer la performance de notre modèle par plusieurs techniques. Et dans le cas de classification, normalement, on va faire appel à ce qu'on appelle la matrice de confusion. Bien sûr, ceci, normalement, représente les étapes clés pour faire la classification. Alors, tenons compte de cet exemple-là. Déjà, on va se poser la question pourquoi la régression linéaire n'est pas capable de faire la classification. Donc, un modèle de régression aussi, c'est une droite parce que la régression, c'est f de x, d'accord? F de x est égal à quoi? Égal à bien sûr le vice plus W1 fois X1.
Donc ça, c'est la régression linéaire. Donc ceci, normalement, représente une droite. Cette droite, par exemple, après apprentissage sur ce dataset, on va trouver une droite. Alors cette droite-là est incapable de faire la différence entre la classe des bleus et la classe des rouges. Jusqu'à présent, on peut dire, regardez, on peut dire que normalement, si le x1 est supérieur à 4,66, regardez, parce qu'il s'agit d'une probabilité ici. Probabilité de classe 0,5, c'est ici. Donc je trace une droite 0,5. Si la probabilité à trouver, par exemple, ceci, normalement, la probabilité de l'entrée est supérieure à 0,5. Donc il s'agit des bleus. Ici, la probabilité, c'est inférieur à 0,05. Il s'agit du rouge. Donc, pour ce x-là, les x qui appartiennent à cet intervalle, on va tracer cette droite verticale, on va trouver l'intersection. Donc, on va dire qu'il s'agit de... Donc, notre modèle, jusqu'à présent, il est capable. Cette droite-là, elle est capable de faire la différence entre la classe des bleus et la classe des rouges. Regardez, parce que l'intersection se trouve ici, et tous les enregistrements se trouvent à droite. Tous les éléments de la classe bleue se trouvent à droite de cette ligne verticale, et tous les éléments de la classe des rouges se trouvent à gauche de cette droite verticale. Maintenant, si on va ajouter une autre donnée éloignée ici, donc certainement si on va refaire l'apprentissage, certainement cette droite, elle va changer. D'accord? Elle va avoir cette forme. Alors maintenant, si on va trouver l'intersection, donc notre intersection, c'est ici. Donc cette logique n'est plus valable. C'est-à-dire pour les éléments qui sont supérieurs à cette droite verticale, donc ils n'appartiennent pas toutes à la classe des bleus. Par contre, on trouve ces deux ici, normalement qui appartiennent à la classe des rouges. Donc ce sont mal classés. C'est pour cela, de préférence, sans trop tarder, de préférence, chercher une autre fonction qui est capable, d'accord, de trouver la classification. Donc, pourquoi ne pas faire ceci, d'accord? Par exemple, cette forme-là de fonction. D'accord? C'est-à-dire, si j'ai une entrée pareille, regarde ici, normalement, même si on va avoir une donnée éloignée dans ce sens-là, toujours, je vais avoir cette forme. D'accord? C'est-à-dire, il va être toujours classé dans ce sens. Et même ici, normalement, on peut, ça va rester toujours. Donc, elle est capable de séparer entre les deux classes. Donc, cette fonction-là, elle s'appelle la fonction sigmoid. Et sa fonction mathématique a cette forme. Maintenant, bien sûr, on va essayer. Ça, normalement, tout simplement, c'est pour dessiner la fonction sigmoid. Donc, c'est simple. Donc, euh, par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais expliquer ce code tout simplement pour montrer comment dessiner une fonction sigmoid. Alors, on va utiliser la fonction numpy, d'accord? Et x ici, il peut représenter un vecteur. C'est quoi un vecteur? C'est un ensemble de points, d'accord, d'entrée. Par exemple, ici, les points que j'ai donnés pour ce graphe-là se trouvent entre moins 10 et 10. D'accord? C'est-à-dire, je peux commencer par moins 10, d'accord? Moins 10. Ensuite, la deuxième valeur, moins 9,99. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir jusqu'à 10. Jusqu'à 10. D'accord? Donc, de moins 10 jusqu'à plus 10. Et j'ai une infinité. J'ai un ensemble de valeurs, c'est pas une infinité. Alors, pour chaque entrée, cette fonction sigmoid, elle va appliquer sur ce vecteur 1 sur 1 plus 1 exponentielle moins x. Il va l'appliquer pour moins 10, il va l'appliquer pour moins 9,99, il va appliquer aussi pour plus 10. Donc, il va me retourner, la fonction sigmoid, elle va me retourner les y équivalents pour chaque valeur. D'accord? Donc, ici, c'est le rôle de la fonction sigmoid. Alors maintenant, le x égale à, regarder cette fonction-là qui s'appelle linspace, elle va donner des valeurs entre moins 10 et 10 et elle va exactement nous générer 50 valeurs. Elle va générer 50 valeurs entre moins 10 et 10. D'accord? Donc y égale à segment x, c'est-à-dire je vais, pour chaque valeur de x, je vais avoir son segment de x. Donc c'est ça, je vais avoir la fonction. Pour moins 10, j'ai presque 0. Pour moins 5, j'ai, je sais pas, 0,05. Et pour, par exemple, 0, j'ai 0,5. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, j'ai ces valeurs-là.
Et pour les dessiner, bien sûr, matplotlib, machin, plt.plot, j'ai le x et j'ai le y, et je le plotte de cette manière-là. Alors, on va utiliser cette fonction, d'accord, mais comment exploiter cette fonction pour faire la prédiction, d'accord? Alors, pour simplifier, on considère que W0 égale à 0 et W1 égale à 1, d'accord? Donc, on va avoir cette fonction. Regardez, pour simplifier, on va avoir W0 égale à 0, qui est le base. Normalement, ça, c'est le base, d'accord? Et W1 égale à 1, finalement, on va avoir 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, la probabilité de moins 1, la probabilité de moins 1, parce que l'objectif c'est de calculer une probabilité. La probabilité de moins 1 égale à 1 sur 1 plus exponentielle e.1 égale à 0,26. D'accord? Donc ça c'est P-1. Il faut chercher le moins 1 comme entrée ici. Le 0,26 se trouve ici. Donc c'est ça là. D'accord? L'intersection c'est ici. Et la sortie c'est celle-là. Donc cette sortie-là c'est 0,26. Donc le 0,26 se trouve ici. La même chose pour la probabilité pour 3. Donc le 3 se trouve ici presque. D'accord? Le 3, voilà ici. Donc sa probabilité c'est celle-là. D'accord? Alors maintenant P-1 égale à 0,26. Que représente P-1 égale à... Comment lire déjà ça? Alors on va le lire ou bien l'interpréter de la manière suivante. Moins 1 appartient à classe 1 parce que regardez. Moins 1 appartient à classe 1 avec la probabilité 0,26. Toujours je parle l'appartenance à une seule classe parce que j'ai deux classes. L'appartenance à sa classe, à classe 1, c'est 0,26 et appartient à classe 0 avec la probabilité 1 moins 0,26. Parce que s'il appartient à une classe avec une probabilité n, d'accord, ou bien une probabilité p, son appartenance à l'autre classe, c'est 1 moins p, tout simplement. Donc, c'est-à-dire moins 1 appartient à classe 1 avec la probabilité 0,26 et appartient à classe 0 avec la probabilité 1 moins 0,26 qui donne 0,74. Donc il y a soit il appartient à classe 1 avec 0,26 ou bien il appartient à classe 0 à 0,74. Donc on va le classer dans la classe 0. D'accord? La probabilité de 3, donc on va lire la même chose. 3 appartient à classe 1 toujours. À classe 1 avec la probabilité 0,95. Et appartient à la classe 0 avec la probabilité 1, 0, 1 moins 0,95. Donc, on le classe dans la classe 1 avec une probabilité de 0,95. Donc ça, c'est pour faire la classification. C'est-à-dire, une fois calculé les probabilités, à ce moment-là, on est capable de décider à quelle classe il va appartenir notre objet. Donc, pour faire l'implémentation de la régression logistique, comme j'avais dit au début, on va utiliser deux approches. La première approche, c'est utiliser un scaler, et exactement le module ou bien la librairie linear model. Donc, dont l'objectif, bien sûr, c'est de découvrir les éléments de logistique regression, montrer comment créer un modèle, montrer comment faire de l'apprentissage pour trouver le modèle machin, montrer comment faire la prédiction, montrer comment évaluer la performance des modèles. Donc, ce sont les étapes à suivre. Pareil, ces mêmes étapes, normalement, ils doivent être réutilisées, mais en faisant ce qu'on appelle l'implémentation from scratch and by hand, comme le cas de la régression linéaire. Mais cette fois-ci, on ne va pas trop tarder. Tout simplement, on va réutiliser le code de gradient descent déjà utilisé dans la régression linéaire parce que c'est la même logique. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que vous arrivez à suivre. Vous êtes là? Est-ce que les choses sont un petit peu claires chez vous avant de commencer le... Ça va? Très bien. Donc, je vais continuer. D'accord? Donc, maintenant, je vais essayer de faire la partie implémentation. Alors, pour la partie implémentation, bien sûr, la première chose, je vais bien sûr utiliser copier-coller pour ne pas trop tarder. D'accord? Parce que cette partie-là, c'est simple quand même à comprendre. Alors, dans un premier temps, on va créer un nouveau file. D'accord? File. Et bien sûr, le premier objectif, c'est créer les données. D'accord? Bien sûr, ces données-là, bien sûr, importer les bibliothèques.
Importer les bibliothèques nécessaires à savoir jusqu'à présent NumPy et Matplotlib pour pouvoir créer à la fois un tableau, mais un tableau d'objets ayant la forme suivante. Regardez. C'est-à-dire, je vais créer ces données-là, 1, 2, 3, 4, 5, 5,1, 5,9, 6, 7, 8, 9. Et j'ai affecté ces classes-là. Si x égale à 1, la classe égale à 0. Si x égale à 2, la classe égale à 0. Si x égale à 3, la classe égale à 0. Si x égale à 5.1, la classe est 1. 5.9, la classe est 1. D'accord? Et j'ai fait ici une petite légère différence pour faire tromper notre modèle à trouver ici. 5 appartient à 0 et 5.1 appartient à 1. 5.9 appartient à 1 jusqu'à 9. D'accord? Donc on peut avoir ce dessin-là. Ça c'est la première classe et ça c'est la deuxième classe et ça c'est la première classe. D'accord? Donc si on va dessiner ça déjà, donc on va avoir le code suivant. Donc c'est simple. J'ai créé les entiers, les entrées plutôt. J'ai créé les classes correspondantes et j'ai tracé. Donc ça c'est simple, c'est la partie, ce qu'on appelle normalement la partie data. Donc voilà mes données qui sont prêtes à utiliser. Alors ensuite, je vais désactiver ce dessin-là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Bien sûr, il faut penser à notre modèle. Donc, il faut créer le modèle. D'accord, le modèle. Bien sûr, pour créer le modèle, la première chose, on va utiliser la library. D'accord, library. Et on doit importer, bien sûr, import ou bien from a scaler, point linéaire model. D'accord, import logistique, regression. Donc, je vais utiliser ce modèle-là. Alors, pour créer le modèle, bien sûr, on peut faire ceci. C'est une classe, donc je vais initialiser le modèle. Et bien sûr, ensuite, pour faire l'apprentissage, tout simplement, je peux faire le fit, comme le cas de la régression linéaire. Fit, bien sûr, je préfère mettre ça en majuscule. D'accord? Voilà, donc je vais utiliser le fit de x, y. Donc, il a déjà fait l'apprentissage. Donc, une fois on fait l'apprentissage, on est capable de récupérer déjà les paramètres, à savoir ici, normalement, si les paramètres ont, regardez ici c'est un tableau à deux dimensions de coefficients, mais qui contient un seul coefficient. Pourquoi? Parce que nous avons une seule entrée x, donc quelque chose fois x, d'accord, qui est x1 ici. Mais pour l'intercept, d'accord, c'est la même chose, modèle.intercept, c'est le bias, qui est le bias. Regardez, le bias, c'est un tableau. Et pourquoi ici, à la différence de la régression linéaire, on a un tableau de bias et on a une matrice de coefficients. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que il se peut que nous avons des problèmes non linéairement séparables. C'est-à-dire si jamais euh, plusieurs entrées et en même temps, j'ai pas uniquement une classification binaire. Imaginez que j'ai multiclass classification, c'est-à-dire j'ai 10 classes. À ce moment-là, je dois pour chaque classe avoir son propre h de x. D'accord? C'est pour cela, ici on utilise derrière des, des matrices de poids et pas uniquement un vecteur de poids comme le cas de la régression linéaire. Aussi, chaque vecteur ici, parce que c'est un vecteur de vecteurs. Chaque vecteur accompagné d'un bias. C'est pour cela que je dois avoir ici, regardez, on va tester si je vais faire 2 ici, d'accord? Mais ça va pas marcher, on laisse ça comme ça, parce que j'ai pas assez d'entrée, d'accord? C'est-à-dire, je dois changer aussi la dimension de préférence. Ou bien je fais ça comme ça, attendez, qu'est-ce que déjà, voilà, est-ce que j'ai changé la longueur, la taille? Non. Euh, voilà. Len X, len Y. Voilà. 11. Et si je vais changer à ça par 2, donc j'ai multiclass classification. J'ai 3 classes maintenant. Regardez maintenant. D'accord? 3 classes.
Donc pour chaque classe maintenant, c'est plus valable d'utiliser uniquement un seul coefficient. Maintenant, j'utilise 3 pour chaque classe, il y a un modèle. J'espère que vous avez compris. Et j'ai 3 bias. Mais ici, regardez, si je vais encore changer ça, mais je vais le changer ici de préférence. Mais si je vais le changer vers, par exemple, 1,2, je vais faire 1, 5, 6. Si je vais copier-coller ces choses-là, 4, 6, c'est pas la peine de... D'accord? 4, 6, 4, 6, je garde les mêmes valeurs. Donc, j'ai combien dans l'input? J'ai 3. J'ai 3 inputs. Et j'ai combien de classes? J'ai 3 classes. Voilà, ça c'est un cas particulier. D'accord? Je peux avoir 4 classes. 4 classes. D'accord? Non, c'est pas ici que je vais changer. Je vais avoir ici 3 classes. Donc, je vais avoir combien de matrices ici? Normalement, j'ai 3 classes. Attendez, j'ai combien? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. J'ai 4 classes. Donc, je vais avoir 4 vecteurs. À la place de 3, je vais avoir 4 vecteurs. Et chaque vecteur est composé de... Sa dimension est 3. Pourquoi 3? Parce que j'aurai besoin de W1, W2 et W3. D'accord? Donc, si je vais traiter ça comme ça, regardez. D'accord? C'est ça, normalement, d'accord? Et ça, c'est le premier modèle. C'est W1 fois X1 plus W2 fois X2 plus W3 fois X3 plus le base, celui-là. Et ainsi de suite. C'est pour cela, normalement, derrière, il y a cette forme de paramètres. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour juste montrer pourquoi il y avait, euh, il y avait cette dimension-là à la différence de linear regression. Alors ici, je rends ça. Voilà. Et voilà. Maintenant, on a fait l'apprentissage, d'accord? On a récupéré notre modèle. Donc, notre modèle, il s'écrit 1 sur 1 plus exponentielle euh, moins 5,95 moins 1,22, d'accord, fois x. Donc, c'est ça notre modèle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire la classification, d'accord? Modèle.predict, d'accord? Modèle.predict. Et je vais faire la prédiction de x. Ceci, normalement, représente y prédicté, c'est y hat, c'est y chapeau, d'accord? Y hat, si je vais mettre y hat, je vais avoir ça. Sachant que le y réel, c'est ça, d'accord? Regardez ici, il s'est trompé dans l'autre que j'avais signalé en rouge. D'accord? Donc c'est ici. Il l'a mal classé. Parce que ici, dans la réalité, j'ai 0, 0, 0, 0, 0. J'ai 5 0. Et dans la prédiction, j'ai uniquement 4 0. Dans la réalité, j'ai 5 0. Et dans la hadith, j'ai 4 0, puis des 1. Ici, j'ai 5 0, puis des 1. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Il y a des erreurs de prédiction. C'est normal. Parce qu'il l'a pas encore bien appris le modèle. Et jamais on peut, dans la réalité, jamais il y a un modèle parfait. Donc maintenant, on fait la prédiction, mais ce qui est important aussi, c'est derrière, normalement, il y a des probabilités. Si je vais faire modèle.predict, proba, je pense, proba, voilà, modèle.predict, prop, euh, attendez, non, c'est pas ça, euh, predict log proba, ou bien ça, attendez. Non, ça c'est une méthode normalement. Ah oui, il faut lui amener le X, oui, il faut lui donner l'entrée, d'accord? Alors, comment lire ça?
D'accord? Comment lire ça? C'est-à-dire ça, c'est les probabilités d'appartenance à deux classes différentes. La somme de ces deux valeurs-là égale à 1. La somme de ces deux valeurs égale à 1. Et ainsi de suite. Alors, comment faire pour décider? Parce que déjà, normalement, la prédiction, c'est appartient à la classe 0, à la classe 1. On peut voir aussi point classes. Modèle point classes. Point classes. Voilà. Donc la première classe c'est 0, la deuxième classe à 1. Donc comment lire ces probabilités? 0,99 qu'il appartient à la classe 0, 0,008 elle appartient à la classe 1. Donc la sortie normalement doit être égale à quoi? Ça doit appartenir à la classe 0, comme le cas ici. D'accord? Ici pareil, 0,97 à la classe 0, ici à la classe 1. Donc il appartient à la plus grande probabilité. On va essayer de voir l'erreur, c'est-à-dire le cinquième. Donc le cinquième, voilà, c'est celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Déjà regardez, les probabilités sont presque... C'est pour cela qu'il s'est trompé. Donc sa probabilité d'appartenance à la classe 0, c'est 0,45 et son appartenance à la classe 1, c'est 0,54. C'est pour cela qu'il l'a classé dans la classe 1. D'accord? Et ainsi de suite. Donc 0 soit 42 à la classe 0, 0,57 à la classe 1. Il l'a classé dans la classe 1. Donc ces deux choses-là qui ont une probabilité qui sont très proches. Donc certainement, là où il y a les probabilités qui sont proches, c'est-à-dire 0,5, 0,5 presque, certainement le modèle il va faire des erreurs. Par contre, ici, normalement, c'est largement, il est sûr que il appartient par exemple à la classe 0. Aussi, il est sûr qu'il appartient à la classe 1. Regardez, pour le classer à la classe 1, c'est la probabilité la plus grande. Par contre, ici, les deux, il y a un doute. Pour ce doute-là, le deuxième, il a bien classé, mais pour celui-là, normalement, il l'a mal classé. Donc, il y a une erreur. Voilà, ça en ce qui concerne, bien sûr, la classification en utilisant, donc ici, j'ai fait ce code-là. Regardez, donc j'ai la partie data, j'ai dessiné la partie data, ensuite les étapes à suivre pour créer le modèle. Et voilà, la réalité, d'accord? Il y a la réalité, il y a ça c'est pour visualiser bien sûr les classes. Donc voilà, donc les classes. Pour imprimer l'intercept et les coefficients. Et pour imprimer le y hat, c'est ça. Et pour bien sûr imprimer les probabilités, c'est ça. D'accord? Donc ça, ici, on a un problème. Maintenant, une fois créé le modèle, à ce moment-là, on doit essayer de voir son performance. Et pour les problèmes de classification, pour voir la performance du modèle, nous avons ce qu'on appelle une technique de la matrice de confusion, ou bien confusion matrix. Alors, cette matrice de confusion contient des propriétés, à savoir les trous positifs, d'accord? True négatif, false positif, false négatif. Alors, true négatif, ça signifie quoi? True négatif, c'est-à-dire, par exemple, pour nous, le négatif, on va le prendre, c'est 0. C'est ça, négatif. Négatif 0. Et positif, c'est 1. Alors, true négatif, c'est-à-dire la réalité 0, la réalité c'est négatif et la prédiction c'est négatif. Donc la réalité 0, prédiction 0. Ça c'est true négatif. On le place ici dans dans la matrice de confusion. True positif. La réalité c'est 1 et la prédiction c'est 1. Donc c'est un true positif. Pour les false négatifs, c'est-à-dire false négatif. False négatif, c'est-à-dire la prédiction c'est un négatif. La prédiction c'est un négatif, mais c'est false. Regardez, la prédiction c'est négatif. Donc c'est ça 0. Mais la réalité c'est l'inverse. Donc c'est 1. Donc c'est un false négatif. Positif, false positif. La prédiction c'est 1. Mais c'est un false. C'est-à-dire la réalité c'est 0. Donc ici, pour remplir cette matrice de confusion, on va comptabiliser le nombre de trous négatifs. C'est-à-dire la réalité 0 et la prédiction 0. Voilà 1. Voilà 2. Voilà 3. Et voilà 4.
Donc ici, j'ai 4 trous négatifs. 4 enregistrements trous négatifs. C'est-à-dire ici, on doit mettre 4. Maintenant, pour les trous positifs, c'est-à-dire, je dois trouver la réalité 1 et la prédiction 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans true positif, je dois trouver 6. Maintenant, dans les false positifs, c'est-à-dire la prédiction c'est 1, mais la réalité c'est 0. D'accord? Donc regarde ici. La prédiction c'est 1, mais la réalité c'est 0. Ça c'est un false positif. Donc ici je dois faire 1. Dans les false négatifs, la prédiction c'est 0, mais la réalité c'est 1. J'ai aucun parce que j'ai une seule erreur, c'est celle-là, qui est un false positif. Donc le false négatif c'est 0. Donc 4, 6, 0, 1. D'accord? Ça c'est pour remplir, ou bien comment remplir la matrice de confusion. Ou bien pour la récupérer parce que même la scaler, il fournit une module, ou bien une bibliothèque qui s'appelle Matrix. Et exactement, il y a une classe qui s'appelle Confusion Matrix. On doit lui fournir la réalité et la prédiction et elle nous permet de récupérer la matrice de confusion. Voilà, donc maintenant, pour la partie implémentation from scratch, c'est-à-dire on va attaquer le même problème, mais en faisant une implémentation from scratch. Donc ici, sans trop tarder, je vais, parce que nous avons dit, nous allons réutiliser l'algorithme de gradient descent. Donc ce que nous avons vu dans le cours de linear regression, on avait ces choses-là, d'accord? C'est-à-dire, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le learning rate, vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire le nombre d'époques, vous savez qu'est-ce que ça veut dire fit, notre propre fit qui va recevoir les entrées et l'output, et elle va nous trouver le modèle. Le Bayes, ici, on l'a initialisé aléatoirement à 0, et ici aussi, pareil que la, la régression logistique de la librairie scaler, donc on va utiliser un tableau, d'accord, de poids, mais ici on a une seule valeur, donc qui est 0. Donc le n samples, c'est le nombre d'enregistrements, ou bien le n, la taille le nombre d'enregistrements, d'accord, ici on a normalement, on avait combien? On avait 11, d'accord, le len de x. Ici normalement le nombre d'enregistrements, c'est ça, len x, d'accord. Et normalement, on a besoin aussi de nombre de features, d'accord? On peut le n de features, c'est-à-dire comme nous avons dit pour la régression linéaire, un, euh, pour la création des WE d'une manière automatique, si on a besoin de ça, d'accord? Donc Xshape retourne normalement deux valeurs. La première, c'est le nombre d'éléments. Et la deuxième, c'est la taille de X en termes de nombre de features. Donc c'est pour cela que nous avons fait ceci. Un samples et un features. Un samples et un features. Attendez. Un samples et un features normalement égale à Xshape, c'est-à-dire le un samples maintenant égale à 11. Le n utilisé, parce que dans la régression linéaire, nous avons utilisé n. Et un features, normalement, c'est 1. Voilà. Donc, maintenant, nous avons utilisé ça, d'accord, nous avons initialisé le Bayes, nous avons utilisé le poids. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement avoir le modèle linéaire regression, c'est-à-dire dans le modèle de régression linéaire, on avait utilisé ça. On avait utilisé y hat, d'accord, ou bien predicted y égale à Bayes plus np.xw. On avait ça pour faire la prédiction de la régression linéaire.
Mais maintenant, dans le cas de la régression logistique, cette fonction, c'est la fonction logite. D'accord? C'est pas la fonction de prédiction, mais uniquement la fonction logite. Donc, si je reviens ici vers le cours, on avait dit que cette fonction, c'est la fonction de régression linéaire. D'accord? C'est exactement ça là dans l'implémentation. C'est exactement cette ligne. Si je fais la régression linéaire, je vais me limiter à ça pour faire la prédiction. Mais maintenant, pour faire la classification, je ne vais pas utiliser ça. Ça, c'est normalement linéaire model, ou bien je peux l'appeler, je ne sais pas, je peux l'appeler logite, d'accord? Logite function. Mais la prédiction, c'est ça. Y hat égale à sigmoid. Sigmoid, ça, c'est une fonction sigmoid. P de x, c'est une fonction sigmoid, d'accord? Et de logite, qui reçoit logite. C'est-à-dire, si elle reçoit logite, certainement, elle va être divisée, elle va être euh, transformée à cette manière. 1 sur 1 plus e à l'exponentielle moins f de x. C'est-à-dire, il suffit d'implémenter la fonction sigmoid. Et la fonction sigmoid, comment l'implémenter? Donc, c'est très simple. Si je vais faire ça, je peux faire def, d'accord, sigmoid, d'accord. Elle reçoit un z, un paramètre. Ici, pour elle, c'est un paramètre. Donc, comment je vais faire? Return, d'accord, return 1 sur, donc 1 plus exponentielle, d'accord, moins z. Voilà. Donc, si je vais faire segment de 0, normalement, je dois trouver exponentielle numpy.exp. Voilà, 0,25. 0,5 plutôt. D'accord, donc c'est correct. Elle permet de mapper les choses correctement. Alors, une fois faire ceci, donc le y hat, ça représente quoi? Le y hat, si je vais faire une entrée, d'accord, par exemple de 5, je vais avoir toujours une probabilité. Si je vais avoir d'accord, de 1, je vais avoir aussi une probabilité. Si je vais avoir moins 1, je vais avoir aussi une probabilité. D'accord? Donc, finalement, il suffit juste d'avoir, donc jusqu'à présent, y hat représente quoi? Elle représente une probabilité. Et bien sûr, jusqu'à présent, je fais la prédiction, mais pour faire la mise à jour des poids, c'est-à-dire j'ai besoin de faire W égale à W moins, d'accord? Et le bias égale à bias moins le learning rate fois la dérivée. Learning rate fois la dérivée de dBias. Et comme le cas de la régression linéaire, nous allons utiliser la même chose parce que c'est la même formulation de mise à jour. Donc le dw égale à 1 sur n, bien un samples fois 1 dot x y hat machin, et ça normalement est venu à partir d'ici. Normalement c'est la même chose si on va chercher le problème de régression linéaire. Je sais pas, peut-être c'est ici. Voilà, donc c'est cette dérivée par rapport à Bayes et la dérivée par rapport aussi à la dérivée de MSE par rapport à Bayes et la dérivée de MSE par rapport à WW. Donc il est où peut-être je l'ai pas noté. Voilà, c'est ça la dérivée par rapport à W1, ça donne ça, d'accord? Et cette formulation, c'est exactement la même chose que ici, mais sauf ici, j'utilise une multiplication matricielle pour généraliser le cas. Donc, pour plus d'informations, normalement, essayez de consulter la vidéo qui montre la régression linéaire et vous allez comprendre d'où vient ça. La même chose pour le bias. Donc, ici, je fais la mise à jour. Donc, ici, je fais l'apprentissage. Donc, c'est une fonction qui va faire l'apprentissage. L'apprentissage de quoi? Donc, de, des poids, à savoir le bias, c'est d'accord? À savoir le bias et le W1. Voilà. Donc si je reviens ici, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'ai déjà, donc je vais faire le fit. Donc le fit, je lui passe x et y, et il va retourner quoi?
il va retourner le bias et W, d'accord, égal, d'accord, le bias W égal, voilà. Donc si je vais faire ceci, certainement j'ai un bias et j'ai un W, d'accord, regardez, donc j'ai un bias et j'ai un W. Donc maintenant j'ai le modèle, je peux faire la prédiction, donc je peux faire def predict, d'accord, def predict, je lui donne X, et qu'est-ce que je vais faire? Return quoi? Pour faire la prédiction, je vais utiliser la même chose, la même fonction qui est logistique, def sigmoid. Return sigmoid, d'accord, de X. Parce que c'est celle-là qui va mapper la sortie. Parce que finalement, pour avoir la sortie, il faut voir le modèle. Tu injectes X ici, d'accord, et il va retourner cette valeur, d'accord. Donc return sigmoid. Non, c'est pas ça, c'est pas uniquement return sigmoid. Non, il faut calculer le logit. Logit, il faut le calculer, d'accord. Mais ici, il faut aussi passer W et bias. Ou bien je commence par bias. Bias et W. Donc logit égale à quoi? Égale à x.dot W, d'accord, plus bias. Le bias plus. Le bias plus. Le X, normalement, il va avoir nombre de colonnes machin. Le nombre de colonnes de la première matrice égale nombre de lignes, donc ça doit fonctionner. D'accord? Donc ici, le return sigmoid, donc ou bien y hat, égale sigmoid de X. D'accord? Et ici, je retourne y hat. Donc c'est bien notre fonction predict. Donc ici, je vais faire predict, et je lui donne X, et ça, déjà X d'entraînement, et je vais faire le bias. Et je vais faire le grand W. Voilà. Donc j'ai ici quoi normalement? Ce sont des probabilités. Mais à la différence de la bibliothèque, ici regardez les probabilités que j'ai. Là, il y a il y a un problème, là, certainement. Parce que comme vous le voyez ici, tous les éléments appartiennent à la même classe. D'accord? Parce que je vais dire appartient à la classe 0 avec la probabilité ça. Donc toutes les probabilités sont grandes. Donc, euh, donc ici 0,20, 10 000, tat, tat, tat. Alors, je vais juste m'assurer de mon X, c'est quoi? Oui, il y a quelques remarques. Et le Y. Donc ici, là, jusqu'à présent, j'ai des mal prédictions. J'ai de mauvaises prédictions. Ah oui, oui, très bien. Très bien, c'est ça. Donc. Oui, c'est très bien vu, hein. Regardez maintenant, maintenant c'est correct. L'appartenance à la, c'est très bien vu, hein. Alors, l'appartenance à la classe 0 à la classe 1. Parce que ici, j'inverse les classes. Il appartient à la classe 1 avec la probabilité 0,01. Donc, il appartient à la classe 0. La même chose ici, jusqu'à ici. Donc, regardez. Ici, normalement, il appartient à la classe 1. Ici, à la classe 1, à la classe 1, à la classe 1, et ainsi de suite. Alors, comment faire pour calculer probabilité? Parce que ça, j'ai proba égale. D'accord? Donc, j'ai des probabilités. Comment les mapper vers des classes carrément? Des classes. Donc, je peux faire y hat, donc c'est transformé, égal. Donc, quand est-ce que je peux avoir égal à 0 if, if i, d'accord? If i, ou bien if val inférieur à 0,5, inférieur à 0,5, else égal à 1. Pour chaque for val in, d'accord, proba. Est-ce que vous avez compris ça? D'accord? Donc je peux regarder, ça c'est une expression. C'est une valeur. Je peux mettre par exemple égal à 3 for val in proba. Tout mon y hat c'est 3. Y hat,
je vais trouver que des 3. Je vais remplacer ça. Ça, c'est une valeur. Soit égale à 1 ou bien soit égal à 0. Si ça, sinon 1. Donc, il va, selon la valeur de val, d'accord, il va avoir les probabilités. Regardez ici. Est-ce que vous avez compris? Donc, ici, ce sont mes prédictions jusqu'à présent. Donc, j'ai utilisé la logistic regression en utilisant bien, en réutilisant l'algorithme de gradient descent qui est déjà utilisé dans la régression linéaire. Et normalement, il a appris les poids nécessaires. Et après avoir fixé les poids, d'accord, je suis capable de faire la prédiction, sachant que la prédiction se fait en deux étapes. La première étape, c'est trouver le modèle linéaire qui est logique. Ça, c'est jusqu'à présent pour faire la régression linéaire. Mais pour faire la régression logistique, il faut qu'elle soit, je la map en sigmoid. Et la fonction sigmoid, ce n'est qu'une implémentation qui est très simple, c'est celle-là. D'accord? Et voilà, ceci normalement pour faire. Donc jusqu'à présent, nous avons fait deux choses. Logistic regression en utilisant, en se basant sur un scaler. Nous avons montré l'intérêt, qu'est-ce que ça veut dire une probabilité, qu'est-ce que ça veut dire et ainsi de suite. Et la deuxième chose, logistic regression, mais from scratch. From scratch, en implémentant, l'algorithme de gradient descent. Voilà, c'est ça ce que nous avons fait. Bien sûr, pour maîtriser le contenu de cette présentation, il faut absolument voir la régression linéaire, la linear regression from scratch, et ce normalement euh, en visitant la vidéo sur YouTube, normalement, vidéo que vous avez déjà, j'imagine. Voilà, donc ça c'est la fin de la démonstration concernant la régression logistique. Alors, dans la suite, vous êtes amené à faire une application de la régression logistique, et ce normalement en utilisant plusieurs points. Et ces points-là peuvent être séparés par une droite, c'est-à-dire il s'agit d'un problème linéairement séparable. Ici, nous avons la classe des verts et la classe des rouges qui peuvent être séparés par une droite, donc il s'agit d'un problème linéairement séparable. Donc, bien sûr, les étapes à suivre sont les suivantes pour répondre à cet exercice. Bien sûr, à l'aide d'un programme, générer les données ayant la forme x1, x2 classe. C'est-à-dire si j'ai par exemple x1 égale à 4, d'accord? C'est ici. Et x2 égale à 1, donc je vais avoir un point ici, d'accord? Donc certainement je vais avoir un point ici, par exemple pour 4,1, d'accord? Pour 4,1, mais cet nouveau enregistrement, il s'agit d'une classe vert, d'accord? D'une classe des verts, normalement, même si je l'ai tracé en rouge. Et bien sûr, si j'ai un point ici qui est égal à 3, d'accord? X1 égale à 3, oui, et X2 égale à 5, à ce moment-là, il s'agit de la classe 2. Donc l'objectif de l'atelier, je termine juste l'objectif. Donc l'objectif, c'est de trouver cette droite-là capable de faire la séparation entre les deux classes. Alors donc, comme application de Logistic Regression, on va essayer de faire la classification pour un problème linéairement séparable. Par exemple, pour ce cas-là, il y a deux classes, à savoir la classe des verts et la classe des rouges. Et finalement, on doit essayer de trouver la droite qui représente le modèle qui sépare entre les deux classes. À ce moment-là, une fois trouvé la droite, à ce moment-là, nous sommes capables de classer n'importe quelle nouvelle entrée. C'est-à-dire si on a cette entrée-là, donc on n'est pas la classe, d'accord, qui est un croix noir, on ne sait pas ce qu'elle est rouge ou bien vert, à ce moment-là, on va se référer à notre modèle. C'est-à-dire, on va calculer, par exemple, pour ça, c'est
on a eu son x1 qui est 2, et pour x2 qui est par exemple 4,8, à ce moment-là, on va constater qu'elle se trouve en dessus de la droite, c'est-à-dire il s'agit des classes rouges. Après prédiction, elle doit constituer une des classes rouges. Et l'inverse, normalement, est vrai si jamais on a une nouvelle entrée qui se trouve dans la classe. Et ici, par exemple, on va voir son x1, on a son x1 et son x2. Donc, on doit tracer le point. On va constater qu'elle se trouve en dessous du modèle, c'est-à-dire elle appartient à la classe des verts. Donc, les étapes suivantes sont à suivre. Dans un premier temps, générer aléatoirement des points entre 0 et 5. Et on va se référer à ce programme-là. D'accord, ce programme, normalement, je l'avais déjà mis sur la partie Python. Donc voilà, donc on va dans un premier temps, d'accord, développer ou bien créer une fonction qui représente la droite, c'est-à-dire le modèle celui-là. On va choisir une droite aléatoirement, d'accord. Ici nous avons choisi moins x, f de x égale à moins x plus 5. Sur la base de cette droite-là, on va générer les données. Donc les données à générer, il y a plusieurs parties, d'accord. Donc on a une fonction generate data. Donc cette fonction-là, elle va générer des points aléatoirement. Pour pouvoir générer les points aléatoirement, il faut faire appel aux bibliothèques suivantes. D'accord? Et ensuite, on va faire seed 1, d'accord? C'est-à-dire à chaque exécution, on va essayer de générer les mêmes données. D'accord? Parce que si nous n'allons pas faire appel à ça, à chaque fois, on va se référer à nouvelle d'accord, random, et éventuellement générer de nouvelles valeurs. Alors les points vont se trouver entre min égale à 0 et max égale à 5 pour les deux cas, soit pour x1 ou bien pour x2. Donc on a fixé un intervalle et nous avons créé un dataset qui est vide. Dans un premier temps, tout ça c'est la partie initialisation. Donc l'objectif c'est générer un point, d'accord, n, par exemple je peux faire ici n. Donc le n est devenu ici comme paramètre. Alors à chaque fois, d'accord, il faut générer aléatoirement. Par exemple, si jusqu'à présent d'accord, je vais faire tout ça en commentaire, par exemple, d'accord, pour expliquer pas à pas la fonction. Voilà, voilà, et voilà. Donc jusqu'à présent, supposons je vais mettre générer data 5, générer 5 points. Alors qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Attendez, parce que j'ai pas exécuté la fonction SL. Voilà, voilà. Jusqu'à présent, data est vide puisque je mets rien dedans. Alors je souhaite juste imprimer cette valeur-là, print value x1. Il va imprimer combien de valeurs? 5 valeurs. D'accord? Il va imprimer 5 valeurs, regardez. Il a imprimé 5 valeurs aléatoires, mais ne sont pas comprises entre 0 et 5. Donc regardez les valeurs aléatoires qui sont entre 0 et 1 parce que ceci, normalement random, va générer des valeurs entre 0 et 1. Alors il faut le rescaler, c'est-à-dire juste mettre ça, donc égal à la min qui est 0, d'accord, plus value x1 fois max moins min. Max c'est 5, min c'est 0, c'est-à-dire fois 5. C'est-à-dire le min qui est 0 plus cette valeur fois 5. Et ça va donner une valeur. Parce que cette fonction au max, elle va générer 1. D'accord? Au max, elle va générer 1. C'est-à-dire je vais faire 0 plus 1 fois 5. C'est-à-dire au max, je vais avoir 5. D'accord? Donc c'est tout calcul fait. Donc ici, si je vais imprimer print ceci, d'accord? Print ça,
je peux avoir, d'accord? Regardez des... Attendez, qu'est-ce que j'ai imprimé? Normalement, je dois avoir... Print, non, c'est pas... Print scaled value, d'accord? Regardez ici, j'ai 0 entre 0 et 5. Mais tout ça, normalement, c'est avec virgule. C'est pour cela que je vais faire un rand. Donc, voilà, x1 égale à un seul chiffre après virgule. À ce moment-là, je vais imprimer x1. D'accord? Donc, je vais imprimer x1. Attendez, je dois... Attendez, c'est pas encore ça. Round. Non, print x1. Voilà. Et voilà, regardez 0.7, 4,3. Voilà les points à générer. J'ai généré 5x. Pareil, je peux faire générer les x2. La même logique. D'accord? Voilà, la même logique. Et cette fois-ci, j'ai un couple. Maintenant, j'ai un couple. Regardez, j'ai un couple. x1, x2. Regardez, 0,7 x1, 4,2 x2, et ainsi de suite. Donc, si je vais changer le paramètre ici 100, je vais générer 100 x1, x2. D'accord? Je vais générer 100 x1, x2, tout compris, tous, ou bien toutes sont comprises entre 0 et 5. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut calculer f de x1. D'accord? Le y0, f de x1. Alors le y0, ma fonction c'est moins x plus 5, c'est cette droite. C'est-à-dire l'objectif, comme j'avais dit, si jamais j'ai x1, si jamais j'ai x1 par exemple qui est égal à 4, son f, il se trouve ici. D'accord? Son f qui se trouve ici et que je suis en train de le stocker à y0. y0. Regardez ici dans le code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire y0 égale à f de x1. Je vais par exemple print y0. y0. Ah, si je vais l'imprimer et je le compare avec x2. D'accord? Parce que x2, parce que cette droite-là, c'est x2 égale à ax x1 plus b. x2 égale à moins x1 plus 5. C'est ça x2. C'est ça. Donc si je vais comparer y0 avec x2, donc ici je vais mettre juste 5, d'accord? Bien je vais mettre une seule valeur, générer une seule valeur. Et je vais imprimer y0, x2, x1, d'accord? Voilà. Donc qu'est-ce que ça c'est une chose à imprimer, je vais l'effacer. J'ai un seul print, voilà. Je vais effacer cette impression. Voilà. Qu'est-ce que j'ai imprimé? Y0, c'est 4,3. X2, c'est 4,2. Et X1, c'est 0,7. Donc, pour 0,7, regardez, pour 0,7, c'est ici. D'accord? C'est ici. Alors, le fx1, le fx1, c'est y0. Il représente 4,3. C'est-à-dire là, c'est 4,3. C'est 4,3. Et qu'est-ce que j'ai en x2? J'ai 4,2. C'est-à-dire j'ai ici. Est-ce que mon point réel se trouve en dessous ou bien en dessus de la droite? Il se trouve en dessus de la droite. C'est-à-dire il doit appartenir à la classe des verts. C'est pour cela j'ai ajouté ici, par défaut, la classe c'est 0. Et si jamais le point se trouve en dessus de la droite, d'accord? En dessus de la droite, c'est-à-dire la classe c'est 1. Sinon, il va garder 0. D'accord? C'est-à-dire ici, je peux maintenant faire print, d'accord? Print, y0, x2 et sa classe, aussi sa classe. Donc j'inverse juste l'affichage. Voilà mon point, voilà x2, le point, et voilà y0, et je compare y0. Si x2 est supérieur à y0, il s'agit de la classe 1.
Sinon, il s'agit de la classe 0. Donc voilà. Regardez. Si x2 est supérieur à y0 qui est ça, non. Donc il va garder la classe 0. Je génère encore. Toujours il génère des zéros. Je vais générer 5 points. 5 points. Regardez. Ici, pourquoi il s'agit de la classe 1? Parce que 1,2 est inférieur à 1,3. D'accord? C'est pour cela qu'il s'agit de la classe 1. C'est-à-dire, ici, x2 est supérieur à y0. Donc, il va changer vers la classe 1. Donc, ça, c'est pour générer les points. Une fois généré les points, j'ai généré quoi? J'ai généré trois valeurs qui sont x1, x2 et la classe. Donc, je vais l'ajouter à mon dataset. Mon dataset, c'est une liste. Mon dataset, c'est une liste qui est initialisée à vide. Et à chaque fois, je l'ajoute le couple x1, x2 et la classe. D'accord? Donc, c'est ça finalement. Et je retourne vers la fin mon dataset. Voilà, ici pour 5, j'ai 5 points avec les classes et ainsi de suite. Si je vais mettre 100 points, je vais faire ceci. D'accord? Alors ça pour la génération des données. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire séparer les classes des rouges et les classes des bleus et pour juste les tracer avec des couleurs différentes. D'accord? Donc certainement, il se peut qu'il se trouve une autre manière, mais en fait, je vais utiliser cette technique-là pour pouvoir les séparer. Donc si je vais mettre data, d'accord, data, tous les enregistrements, virgule 2. Je sais pas qu'est-ce que tous les enregistrements, virgule 2, mais ici normalement je peux faire ça marche pas. Donc data égale à np.array. Je fais la conversion de data. Et je vais faire data, tous les enregistrements, virgule 2. D'accord? Regardez ici, j'ai juste les classes. J'ai juste les classes. Mais d'accord? Pour avoir euh, ceci, attendez. Donc ça représente quoi? D'accord? Euh, ça représente, donc si je vais faire égal 0, égal 0, je vais retourner que la classe. La. Je vais retourner un tableau de booléen. C'est-à-dire, regardez mon data, ça, regardez. Ça true, pourquoi? Parce que c'est égal à 0. Ça c'est false, pourquoi? Parce que c'est différent de 0. D'accord? Donc, tout ce tableau-là, je vais le stocker dans, je ne sais pas, 16 par exemple. 16 ou bien la condition 16. D'accord? 16. Donc, si je vais faire 16, je vais avoir un tableau de Boolean comme celui-là. D'accord? Alors, maintenant, je vais avoir x0, c0 égale à dataset, tous les enregistrements, mais avec un filtre c0. C'est-à-dire, si je vais avoir ça, dataset, tous les enregistrements, la première colonne. Regardez maintenant. Tous les enregistrements, la première colonne. C'est-à-dire, je vais avoir les x1. D'accord? C'est-à-dire, ou bien je l'ai nommé x0 normalement, ou bien on le nomme x1. x1 égale à ça. D'accord? Alors, si je souhaite avoir, si j'ajoute ces zéros, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me retourner juste les enregistrements de les x1 de la classe 1, de la classe plutôt C0. Voilà les enregistrements dont les abscisses sont x0. Et si je vais mettre ici aussi, je vais mettre C1 égale à pareil. Je vais mettre
égale à 1. Donc, la classe 1, c'est ça. Et je vais mettre un filtre, c'est-à-dire x1 égale à ça, mais sur C1. Donc, j'exécute cette partie, j'exécute cette partie, j'exécute cette partie. Mais là, je vais avoir juste le C1. x1 cette fois-ci, c'est pour C1, ion C1. Regardez, les valeurs sont différentes. Donc ici, qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre x1 ion C1, d'accord? Et ici, normalement, je peux mettre x1 ion C1, non, plutôt C0. Et aussi x1 ion C1, d'accord? C'est-à-dire, j'ai deux parties de x1. J'ai une colonne de x1, j'ai séparé entre la classe 1 et la classe 2. Pareil, pareil, je vais avoir quoi ici normalement x0 c1, voilà x1 c1, attendez ici x0 c0 et x1 c0, la même chose. Donc je dois avoir x2 c0 égale la même chose, mais ici la colonne 1 pour avoir la deuxième valeur. Voilà. Donc ici j'ai x1, x2, d'accord? Pour la classe 0. Pareil, je fais pour avoir x1, d'accord, euh, plutôt x1, x2, voilà. Et ici, voilà, et x2. Voilà, donc x1 c1 et x2 c1. D'accord, donc 0, 1, 0, 1. Mais ici, j'ai la classe c1. Alors maintenant, pour plotter, je vais, regardez, pour plotter, plt.plot, je peux plotter x1 c0 appartenant à c0 et aussi euh, et x2 à c0. Non. Euh, x1, la classe 0 et x1, la classe 1. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, c'est x2 plutôt. C'est x2. Parce que pour plotter, j'ai besoin de x1, x2. Mais toujours pour c0. D'accord? Donc je vais avoir xy, ça c'est x1 pour la classe 0, x2 pour la classe 0. Et je peux plotter ça avec une couleur différente. C'est-à-dire, je peux mettre R ou bien XR. D'accord? Je vais avoir ça. Et ça se voit qu'elle se trouve normalement en dessous de la droite. D'accord? La droite, elle est ici. D'accord? Si je vais encore tracer la droite, elle se trouve où? Tout à l'heure. La droite, c'est ici. Je peux faire ça. Je peux faire ça pour tracer une droite. Donc, je calcule pour deux abscisses différents 0 et 5. 0 et 5. Je calcule leur f de x et je trace pour les deux points. Regardez. Donc, tous ces points se trouvent en bas. Sauf ici, peut-être dans le cours, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les verts. Donc, je vais pareil utiliser ici x, euh, des ronds verts, des croix verts. Donc, x green. D'accord? Regardez, c'est comme ça normal. Maintenant, pour la partie supérieure, je vais les plotter aussi.
pour la partie supérieure, c'est-à-dire je plotte ces données-là. Pareil, je copie-coller et je vais faire x1, c1, x, x1, c1, non, attendez, x1, c0, ici x1, c1, x2, c1, d'accord? x1, c1, x2, c1, je vais les tracer avec un rond au red, c'est comme ça, au red, et voilà. L'objectif maintenant dans la suite, cette droite-là, elle m'a aidé à trouver les points. Dans la suite, je dois trouver cette droite, c'est-à-dire ceci, je ne vais pas le plotter, mais essayer de trouver une droite. Donnez-moi une droite par exemple. Une droite, si je trouve le base, je vais vous montrer un modèle initial. Un modèle initial. C'est quoi le modèle initial qu'on cherche à trouver? Alors le modèle initial, c'est bien sûr le base et W1. D'accord? C'est ça le modèle. Donc ceci, normalement, c'est une combinaison de Y égale à base plus W1 fois X1. Mais ici, j'ai pas le concept de Y, j'ai X2. J'ai X2 égale à base plus W1 fois X1. Parce que ça, je l'ai appelé X2 et ça, c'est X1. Alors si je vais mettre égal à 0, c'est-à-dire je dois avoir une chose égale à 0, c'est-à-dire W1, parce que même le W2, normalement, c'est ça. D'accord? Le X2 doit être accompagné par W2. Est-ce que vous avez compris? C'est ça, normalement, c'est le X2 doit être accompagné par W2. Et non, je vais mettre comme ça, attendez. L'objectif, c'est de trouver AX plus B égale à 0. Ça, c'est Y. D'accord? Ça, c'est Y. Donc, la fonction AX plus B, c'est la droite. Moi, je dois trouver le A et le B. Mais le A égale à quoi? Égale à quoi? En fonction de base et de W1. D'accord? Donc, le A égale à quoi? Si je vais mettre base, attendez, le base, c'est-à-dire, je vais mettre, euh, voilà, comme si j'ai le W2 fois X2, le W2 fois X2, plus, ou bien égal à base, non, c'est pas ça, le W2 fois X2, plus la fonction initiale, le W2 fois X2, plus le W1 fois X1, plus le base égale à 0. Alors, pour trouver la forme x2 égale, x2 égale à quoi? x2 égale à moins w1, ou bien w2, w2 fois x2 égale à moins w1 fois x1, moins base. Vous êtes bien d'accord? Alors, x2 égale moins w1, moins w1 sur w2 fois x1 plus moins base sur W2. D'accord? C'est-à-dire ça, c'est-à-dire A égale moins W1 sur W2 et B égale moins base sur W2. Donc, pour un modèle ayant comme base égale à par exemple 0,5,
état initial. Et W1, d'accord? Et W1 égale, égale à 0,2, d'accord? 0,2. Et W2 égale à 0,3, d'accord? Quelle est la droite à tracer? La droite, c'est def. Def. F, il nous fait une fonction G qui reçoit x1 et x2 et je dois tracer la droite. D'accord? C'est-à-dire return, return, return quoi? Alors return, G bien sûr W1 et W2, return, moins, moins W1 sur W2, d'accord, fois x1 plus, plus, moins le vice sur W2, d'accord? Donc ici fois x1. Alors ici, j'ai pas besoin de x2. Je reçois x1 et je trouve le x2 équivalent à l'aide de cette fonction qui est g. Alors pour un modèle initial, ayant ceci, je peux trouver le, le nouveau y2 pour tracer un point. Donc pour tracer un point, ou bien une droite, j'ai besoin, donc l'objectif c'est de tracer un modèle qui représente le modèle qui va séparer entre les deux classes. Alors ça, c'est mon modèle initial, par exemple. J'ai pris ça comme initialisation. Donc je rappelle que l'objectif, s'il vous plaît, c'est essayer de trouver les droites, sachant que ici, je peux trouver une droite initiale comme celle-là et je vais l'améliorer jusqu'à séparer la classe. Alors, maintenant, il me faut deux points. Un P, par exemple, deux points, point, d'accord? Deux points, égale à un P.array, d'accord? Voilà, et je vais mettre 0, d'accord, et 5, d'accord, et tracer les Y de ces deux points-là. J'ai deux Y. Si j'ai deux points, si j'ai deux x1, ça c'est x1, et ça c'est x2, je dois avoir le y1, y2 équivalent égal à g2 points, d'accord, et je vais trouver deux points, d'accord. Alors ces deux points-là que je vais trouver, point c'est pas comme ça, ces deux points que je vais trouver sont, sont les suivantes, les y points, voilà, g moins 1,6 moins 5, d'accord, pour 0 et 5. C'est-à-dire maintenant je suis capable, regardez, je suis capable encore de tracer cette droite qui est plt.plot. Mon modèle, c'est quoi mon modèle? C'est, il est défini par ce deux points là. هذا virgule y point qui représente mon modèle initial. D'accord, il se trouve où? Regarde. Il ne sépare pas, bien sûr. Ça, il sépare pas entre les deux classes. D'accord? Mon modèle initial, il classe mal les choses. D'accord? Donc, jusqu'à présent, le modèle utilisé, il ne classe pas. Donc, ça, c'est l'état initial. Ça, c'est l'itération. Vous pouvez la considérer comme l'itération 0. Itération, itération, 0. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé ce modèle. Dans l'itération 100, je vais tracer un autre modèle qui doit être amélioré pour pouvoir séparer correctement les deux classes. Alors, c'est pour cela nous allons réutiliser l'algorithme trouvé tout à l'heure. D'accord? C'est celui-là. L'algorithme qu'on va utiliser, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. D'accord? Voilà.
et le predict, parce que vous allez trouver le bias et le W. Vous allez faire le predict, d'accord, vous allez l'adopter déjà, adapter, ou bien adapter l'algorithme, c'est ça les questions, adapter l'algorithme, afin d'utiliser non uniquement x1 comme le cas ici, d'accord, mais x1, x2, d'accord. Ça, c'est la première chose. Ensuite, trouver le modèle. Et à chaque son itération, afficher le modèle. Donc, je vous donne 20 minutes pour réfléchir à ce problème-là, sachant que ce code-là, vous l'avez dans le, d'accord? Pour tracer les points et tout, vous l'avez dans le support de cours. Essayez maintenant d'adapter cet algorithme-là et à chaque son itération, tracer le modèle trouvé, sachant que ça, c'est l'itération 0. D'accord? Par exemple, l'itération 1, c'est ça, 2, 3, jusqu'à séparer entre les deux classes. Alors, vous avez 20 minutes, d'accord, pour le faire. Et juste à midi 20, je vais vous proposer la correction. Donc, alors, bonjour. Donc, je vais essayer de faire la... Je sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vais essayer d'adapter l'algorithme, d'accord, à notre... Donc, voilà, nous avons dit, il faut déjà... Nous avons le data, la partie data, nous l'avons comme ça. Mais il faut la séparer entre features, d'accord, et aussi le Y réel. Donc il faut faire ceci, d'accord. Data, par exemple, jusqu'à tous les enregistrements jusqu'à virgule, virgule jusqu'à 2. C'est-à-dire ici toutes les lignes, d'accord, mais les colonnes jusqu'à 2. D'accord? Donc ça donne juste x, y. Donc ça, c'est la partie grand X. D'accord? Donc la partie x, c'est ça, finalement. Alors maintenant, il faut le y. Donc le y, c'est tous les enregistrements. D'accord? C'est ta partie target. C'est tous les enregistrements, mais exactement deux. D'accord? Donc si je vais taper y, ça donne uniquement les classes. Donc c'est ça la partie x, y. Alors, c'est pour cela on doit faire le fit. D'accord? Le fit, donc il reçoit x et y. Donc le W, normalement, j'ai x1, x2. D'accord? Donc, je vais mettre initialisé aussi comme le cas, comme nous l'avons essayé. C'est quoi déjà le premier x? Nous avons 02, 03. D'accord? Donc nous avons 02, 03. Alors, je vais aller ici rapidement pour faire. Attendez, alors, je suis dans le fit 0203. C'est pas la peine d'imprimer maintenant. D'accord? Le plus important, j'ai X et Y. J'ai X égale data, tous les enregistrements, virgule, jusqu'à 2. Voilà. Et la partie Y qui est égale à la même chose, mais exactement 2. Donc voilà. Donc ça, c'est le Y. Non, c'est pas égal, égal, plutôt c'est égal directement. Voilà. Alors, maintenant, ici, je dois faire, on a dit 2, ou bien 0,2 et 0,3. D'accord? Donc ça, c'est le grand W. Et le bias égale à combien? Le bias, nous avons dit, nous allons prendre 0,5. C'est notre premier modèle. Donc ensuite, c'est ça. Voilà, epox. Qu'est-ce qu'il faut changer? Rien ici.
Voilà, donc ici rien n'a changé. Et à chaque fois, nous avons dit, il faut tracer une nouvelle droite. Donc tracer une nouvelle droite en faisant un plot. Donc plt.plot. Donc tout ceci, tout ce traitement de plot, d'accord? Voilà, fin plot, fin plot, fin plot. Je vais le mettre ici. Donc qu'est-ce que j'ai ploté tout à l'heure? Donc j'ai ploté tout ça, d'accord? Parce que je vais garder les mêmes x1 c'est 0, x1 c'est 1 et x2 c'est 0 et x2 c'est 1. Donc je vais garder les mêmes choses. Alors tout ça, je vais le prendre en compte, d'accord? Mais juste ici, je vais changer pour ne pas avoir la confusion avec x. Je vais avoir ma droite, x pour la droite. X pour la droite. Droite, je vais faire ceci. Égal à un p-array. Attendez, x droite. Voilà, ça. Plutôt ça. Avoir ça. Avoir aussi ça. Et ça, je vais pas la... D'accord? Donc voilà, c'est ça la droite. Donc ce bloc de code qui trace à chaque fois les choses, je vais mettre point .show pour à chaque fois montrer une nouvelle droite. Finalement, je vais copier-coller ça et le mettre ici. D'accord? Dans le plot. Regardez. Donc voilà, tatat. Je fais l'indentation qu'il faut. Et voilà. Alors, y point, g point, point, et le g. Et le g, normalement, a besoin de quoi? De W1, W2 et le nouveau base. Donc, je reviens à G. Je reviens à G. Donc, je lui donne X1, W1, W2 et le base. W1, W2 et le base. Voilà. Pour ne pas uniquement prendre en compte ça, parce que ça, c'est l'état initial. Donc, voilà. Et à chaque fois, je vais faire un show, plt.show, pour avoir un nouveau graphe. Donc, je vais faire ceci. Je vais avoir X. Donc, je vais faire le fit, d'accord, le fit, grand XY, et voilà. Normalement, à chaque fois, regardez le premier modèle que j'ai, le deuxième modèle, c'est encore tatat, ça s'améliore pas. Ça s'améliore pas, ça s'améliore pas. Donc, je vais essayer de voir le fit, qu'est-ce qu'il a. Est-ce que je mets à jour réellement les choses ou pas? Alors, elle est où ma nouvelle fonction? Ma nouvelle fonction, voilà. Non, c'est pas ça. Ma nouvelle fonction fit. Hmm, TW, base, W, grand W. Voilà, W1, W2, il garde la même chose parce que moi, je mets à jour W, grand W. D'accord? Le base, je le mets à jour. Mais ici, je dois mettre à jour, c'est pas W1, c'est grand W0. Ici, c'est grand W1. D'accord? Pour dessiner. Parce que toujours, j'utilise la même chose. Donc, c'est pour cela, ça n'a pas marché. Pourquoi il a... Ah oui, parce qu'il n'a pas encore terminé l'autre, parce que c'est 10 000. C'est pour cela qu'il est toujours en exécution, regardez. Alors si on va faire ça. Alors si je vais faire un nouveau graphe, si je vais faire dans un nouveau fichier, on essaie, on ne sait jamais, ça risque de prendre beaucoup de temps. Donc générer les données, on a le F, on a le F, et on a le générer data, on a généré data qui est mis à jour, voilà. Et maintenant, j'ai besoin de data.
Voilà, donc je visualise le X, c'est déjà bien. Je visualise le Y, c'est déjà bien. Maintenant, je peux faire le fit. Oups. Je peux faire le fit. Et dans le fit, je vais changer au lieu de 1000 itérations, 10 000, je vais mettre juste 1000. Et voilà, je vais faire ceci. Maintenant. Moi, je m'attends à mon algorithme. Regardez ici, encore c'est Ilmia, je regarde. Mais toujours les choses sont pas bien. D'accord? Voilà, normalement, il est en train de d'avancer. Regardez. Juste, il n'a pas encore terminé. Normalement, l'algorithme, il est correct. Parce qu'il met à jour légèrement. Alors, on va l'attendre. Regardez que ça... D'accord? Regardez, encore, il est en train de bouger vers la séparation de classes. Donc, on va attendre jusqu'à 10 000. Juste la mise à jour. Regardez. Très bien, donc ça marche. Donc, encore, je vais... Voilà. Parce que oui, l'erreur que j'ai commise, le programme est long. À chaque itération, je trace. Il fallait ajouter ça. Il fallait ajouter ça pour ne pas avoir... d'accord? Donc, if ceci, cette variable, son module par 100 égale à 0, à ce moment-là, je trace le graphe. Oui, il fallait faire ça. D'accord? Il fallait faire ça. À ce moment-là, l'exécution passe d'une manière rapide, au contraire de maintenant. Regardez ça, normalement, il a terminé, mais elle n'a pas, d'accord, bien séparé la classe. Parce que j'ai fait 1000 itérations. Je refais vers 10 000, d'accord? Mais à chaque son, combien de graphes je vais, peut-être à chaque itération de son, je vais fois 100 fois 100, c'est 10 000. Allez, je fais ça, d'accord? Regardez maintenant, chaque son, regardez qu'il sera, vous voyez maintenant, c'est plus clair. Mais j'ai fait 10 000. Regardez maintenant la droite, elle s'approche. D'accord? Regardez. Il a terminé, je pense, l'exécution. Et regardez, vers la fin, il a séparé d'accord, il a séparé les deux classes. Donc, il a trouvé la nouvelle droite qui sépare les deux classes. Vous êtes là? Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Donc, je vais vous envoyer le code source ou bien essayez de préférence de le faire vous-même et vers la suite, je vais vous l'envoyer. Donc voilà, donc la séance touche à sa fin, donc à la prochaine, Inch'Allah, pour faire la même chose, mais avec le perceptron, c'est-à-dire avec la réseau de neurones, on va faire la classification. Allez, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.